le sujet de ce webinaire. Donc, ce webinaire porte en fait sur l'utilisation de la bioimpédancemétrie dans la recherche et l'innovation. Donc, on va commencer par une première présentation de ma part qui parlera plus spécifiquement de l'utilisation de la bioimpédancemétrie dans la recherche et des perspectives à l'heure actuelle de développement pour la technique. Et Passem fera ensuite une présentation sur l'utilisation de la bioimpédancemétrie euh, plutôt dans un contexte d'innovation, donc de nouvelles utilisations de terrain, et notamment dans le contexte de la télémédecine. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prendra un temps à la fin du webinaire pour y répondre. Puis, donc, je vais partager mon écran, puis on va pouvoir euh, commencer. Donc, comme je le disais, cette présentation, elle va se concentrer plutôt sur la partie recherche de la bioimpédancemétrie. Et déjà, en termes d'introduction, ben, en quoi consiste la recherche? Parce que souvent, on entend parler de recherche, mais on a parfois du mal à conceptualiser ce que c'est. Et au final, la recherche, en fait, c'est le processus par lequel on va poser des questions scientifiques à partir de certaines hypothèses, puis par lequel, en fait, on va essayer d'apporter des réponses à ces questions à l'aide de protocoles expérimentaux qui sont adaptés, qui sont standardisés, pour pouvoir ensuite faire avancer, produire la connaissance et faire avancer la connaissance mondiale, entre guillemets. Et donc, souvent, on va dissocier deux types de recherche, une recherche qu'on va dire fondamentale et une recherche qui est plutôt appliquée. Et cette recherche, la recherche fondamentale dans un premier temps, en fait, l'idée de cette recherche, c'est pas forcément d'avoir une application directe de terrain, c'est qu'elle va juste enrichir la connaissance scientifique. On ne sait pas si un jour elles auront des possibilités d'application, mais au moins on aura répondu à cette question-là. Et donc, par exemple, une question scientifique qui correspondrait vraiment à la recherche fondamentale, c'est quels sont les mécanismes pathologiques, physiologiques qui vont être à l'origine de la sarcopénie. Donc, qui rejoint du terrain, mais on est vraiment sur quelque chose où parfois on peut mettre en évidence un mécanisme, mais qui n'aura aucune application derrière. Et si on parle de recherche appliquée, voilà, l'idée derrière, c'est que, comme son nom l'indique, c'est que ces recherches, les réponses souvent peuvent être directement, soit à moyen terme, être appliquées sur le terrain. Et par exemple, ça peut être une question scientifique classique de l'activité physique adaptée qui peut se relier à la sarcopénie, c'est de savoir si par exemple un protocole de réhabilitation en renforcement musculaire va être plus efficace qu'un entraînement en aérobie, donc plutôt typé endurance, pour limiter la sarcopénie chez des personnes âgées. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que quand on parle de recherche couramment, on a l'impression que souvent la recherche de terrain et la recherche fondamentale sont quelque chose de séparé, qui ne dialoguent pas, alors qu'en fait, c'est vraiment tout l'inverse. Vous pouvez le voir avec ces deux questions scientifiques. C'est que la recherche appliquée a besoin des connaissances de la recherche fondamentale pour pouvoir savoir si on peut appliquer ces connaissances sur le terrain. Mais en même temps, la recherche fondamentale a besoin des retours de la recherche appliquée, que ce soit pour l'utilisation d'outils, pour vérifier que les hypothèses qu'on a faites en fondamentale sont bien applicables sur le terrain. Et donc, les deux vont toujours dialoguer ensemble pour faire avancer en fait la recherche de manière générale. Et pour générer en fait ces données au niveau de la recherche, qu'on va appeler des données objectives, on a souvent besoin d'outils de mesure qui ont, dans un premier temps, en fait, pour bien utiliser ces outils de mesure, on a besoin de connaître en fait quels paramètres biologiques sont spécifiquement mesurés par cet outil, pour savoir en fait si on est bien, euh, on va bien mesurer ce que l'on cherche à mesurer, parce que sinon, les réponses que l'on va apporter ne vont pas être les bonnes. Et de savoir aussi la connaissance de la précision, à savoir si notre appareil mesure précisément ce que l'on cherche à mesurer, et savoir si cette mesure est répétable. Parce qu'en fait, si la mesure est précise une fois sur 5, en fait, peut-être que les 4 fois sur 5, ce qu'on va mesurer, ce n'est pas forcément bon. Et donc que les réponses derrière qu'on va apporter ne vont pas être les bonnes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la plupart des outils de terrain, la plupart des outils de mesure utilisés en recherche, que ce soit fondamental ou appliqué, sont souvent aussi utilisés dans une pratique de terrain. Donc, que ça soit au niveau clinique, mais on peut parler aussi du domaine sportif.
et souvent avec un usage similaire qui est assez proche entre les deux. C'est plus comment on va interpréter la donnée derrière qui va être différent. Et donc, en fait, ce constat, il est également vrai pour la bioimpédancemétrie. Et donc, ce qui fait qu'en fait, bah, la bioimpédancemétrie, dans un domaine de recherche, elle est utilisée principalement pour évaluer la composition corporelle. Et dans le domaine clinique, ça va permettre en fait de répondre à des questions, de savoir comment la modification, en fait, des modifications de la composition corporelle peuvent être impliquées dans une pathologie. Euh, pour, pour prendre un exemple, savoir comment la baisse de masse musculaire peut être impliquée dans le développement de certaines pathologies chroniques ou par exemple dans la dégradation de l'état de patients atteints de cancer. Parfois d'établir des marqueurs diagnostiques pour des pathologies. On parle beaucoup de dénutrition et de sarcopénie. Mais par exemple, dans d'autres pathologies, on sait qu'une baisse de masse musculaire ou une accumulation d'eau extracellulaire ou par exemple une accumulation de masse grasse, bah, c'est des choses qui peuvent être utilisées en tant que diagnostic pour savoir que la pathologie est présente ou non. Et enfin, aussi, bah, évaluer les effets d'une intervention sur la composition corporelle et parfois sur les marqueurs qui ont été précédemment euh, mis en évidence. Donc, par exemple, si je reprends mon exemple de la diapo précédente, de savoir si bah, une intervention en activité physique adaptée, ça va pouvoir permettre d'augmenter la masse musculaire de patients qui sont à risque de sarcopénie. Mais on a aussi bah, dans le domaine sportif, parce que on voit souvent en fait une grande majorité de la recherche, mais parce que c'est aussi pour la majorité de la population, c'est plutôt au niveau clinique, que ce soit en prévention ou en intervention, mais aussi dans le domaine sportif et notamment de la haute performance, où ça peut être intéressant, à la fois en fait pour caractériser les effets d'un entraînement très spécifique sur la composition corporelle, savoir si par exemple faire tel type d'intervalle, tel type d'intensité, ça va favoriser ou défavoriser la performance, ou aussi bah, d'étudier les effets d'une compétition ou de conditions extrêmes sur la composition corporelle. Pourquoi? Et on va le voir dans cette présentation, parce que souvent des compétitions vont vraiment impacter de façon très importante la physiologie du corps de ces sportifs de haut niveau. Donc, pour donner des exemples de l'utilisation de la bioimpédance-métrie en recherche, ici une première étude en fait qui a été publiée et qui s'est intéressée, donc qui est plutôt de la recherche appliquée ici, qui s'est intéressée en fait à essayer de voir les effets d'un exercice, euh, d'un exercice aquatique chez des patients atteints d'insuffisance, enfin de pathologie veineuse chronique. Pourquoi? Parce que ces patients en fait sont surtout caractérisés par la formation d'œdème au niveau des jambes. Et l'hypothèse qui a été faite par ces chercheurs, c'était que bah, l'exercice physique de manière générale, et notamment et surtout l'exercice physique immergé, avait des effets cardiovasculaires bénéfiques et que ça pourrait en fait aider ces patients qui sont atteints de pathologies chroniques veineuses. Et donc pour cela, en fait, ils ont recruté 17 patients, dont 12 femmes et 5 hommes, avec un IMC moyen de 27 à plus ou moins 5 kg et kilogrammes par mètre carré, et qui étaient tous atteints d'une maladie veineuse chronique. Et ces patients, en fait, ont suivi un protocole d'exercice de 14 jours qui était constitué en fait de 5 sessions de 30 minutes chacune, qui sont composées d'exercices de renforcement, à la fois d'exercices de renforcement musculaire et à la fois d'exercices aérobie, donc plutôt typés endurance. Donc ils vont plutôt stimuler en fait le système cardiovasculaire plutôt que musculaire. Et on mesurait en fait le volume de la jambe à chaque fin de séance. En plus de ce volume de la jambe, une mesure de la fréquence cardiaque et de la bioimpédancemétrie a été effectuée à la fin et au début du protocole. Et il y a eu une mesure de bioimpédancemétrie aussi également euh, au milieu, donc à J7, au milieu du protocole d'intervention. Et les paramètres qui ont été mesurés par la bioimpédancemétrie étaient essentiellement en fait l'eau extracellulaire pour voir en fait s'il y avait une accumulation d'eau au niveau des œdèmes, la résistance et la réactance des patients qui donnent une idée aussi de l'hydratation et l'état cellulaire et l'angle de phase. Au niveau des résultats, déjà, ce qu'on peut observer, c'est que au cours du protocole de, euh,
de ce protocole d'exercice, pardon, on a une diminution de l'eau extracellulaire euh, au niveau total et en plus, on a une augmentation de la résistance à 50 kHz. Donc, en fait, pour parler plutôt de la résistance, en fait, une résistance d'un point de vue bioimpédance-métrie, plus elle va augmenter, moins il y a d'eau dans un tissu. Donc en fait, l'augmentation de cette résistance confirme bien qu'on a une baisse de l'hydratation, et notamment au niveau extracellulaire. Et donc que ça, c'est plutôt bénéfique pour ces patients qui accumulent énormément d'eau extracellulaire, notamment au niveau des jambes. Par contre, ils n'ont pas observé de modification des autres paramètres de la bioimpédance-métrie, ce qui peut s'expliquer normalement par euh, la courte durée du protocole d'exercice, puisque 14 jours, c'est difficile d'avoir des effets à très court terme comme ça. Par contre, ils observaient bien une baisse de volume de la jambe après chaque session d'exercice, ce qui indiquait qu'en fait, à chaque session d'exercice avait tendance à baisser de manière aiguë l'eau au niveau des jambes. Et il y avait aussi une légère baisse de la fréquence cardiaque de repos, ce qui pourrait indiquer qu'il y a un léger effet bénéfique le système cardiovasculaire. Et donc, en conclusion, ceci, grâce notamment à la bioimpédance-métrie, ils ont pu évaluer le fait que ce programme d'exercice avait permis de diminuer le volume d'eau extracellulaire dans les jambes et qui pourrait avoir un effet bénéfique sur la fonction cardiovasculaire. Si on part sur un autre exemple, là, cette fois qui est plutôt typé sport de haut niveau, c'est une publication qui est sortie récemment, qui est sortie cette année, en fait, qui s'est intéressée à étudier en fait les changements de composition corporelle et notamment au niveau des données brutes sur des athlètes professionnels, donc des cyclistes professionnels sur Tour d'Italie. Donc pour remettre un peu de contexte, parce qu'on parle souvent du Tour de France, mais en fait il y a trois grands tours dans le cyclisme, le Tour d'Italie, le Tour de France, le Tour d'Espagne, et le Tour d'Italie, vous voyez que c'est 21 étapes, c'est 3500 km pour 52 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est quelque chose en fait que en termes d'ampleur et d'intensité de course, vous allez avoir des changements physiologiques qui vont être énormes chez ces athlètes. Et comme c'est une course qui se définit par le fait que ces athlètes, en fait, ils doivent tenir jusqu'à la fin et maintenir leur performance jusqu'à la fin, en fait, il faut pouvoir mesurer ces impacts physiologiques, pouvoir les prévenir et pouvoir mettre en place des choses qui évitent que, déjà, ils maintiennent leur performance, mais potentiellement qu'ils ne se blessent pas ou qui se mettent en danger de par, en fait, tous ces changements physiologiques d'importance. Et donc, à ce moment-là, en fait, cette étude, c'était vraiment une étude observationnelle, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont laissé les coureurs faire le Giro comme ils l'entendaient, parce que de toute façon, en tant que chercheur, on n'a pas notre mot à dire sur ça, mais juste en fait d'observer ces modifications et de vérifier que la bioimpédance-métrie pouvait être utilisée. Donc à ce moment-là, en fait, ils ont mesuré les 9 cyclistes de l'équipe professionnelle. À l'époque, c'était Cannondale Pro Cycling Team. Donc, vous voyez des gens sur leurs caractéristiques anthropométriques, vous voyez que c'est vraiment des gens qui sont très entraînés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mesuré ces gens pas à chaque étape, mais en fait lors des jours de repos. En fait, tous les grands tours, les lundis en général, sont des journées de repos pour permettre aux organismes de pouvoir récupérer. Et donc, en fait, ils ont mesuré la bioimpédance-métrie au niveau du corps entier, mais aussi sur trois muscles, donc qui étaient de mémoire les cuisses, les mollets, enfin le quadriceps, les mollets, et il me semble qu'il y avait aussi les ischio-jambiers. Et ils ont mesuré l'eau totale, l'eau intracellulaire et extracellulaire, ainsi que en fait des paramètres bruts, donc la résistance, la réactance et l'impédance, les trois normalisés par la taille, et l'angle de phase. Et ils ont aussi en fait mesuré certains paramètres hématologiques, donc notamment l'hémoglobine et l'hématocrite, ainsi que le volume plasmatique et l'osmolarité sanguine. Et là, ce qu'ils ont vu, donc sur ce tableau, c'est déjà qu'en fait, au cours de, du Giro, en fait, les cyclistes avaient tendance à baisser en eau totale, à baisser en eau intracellulaire et à baisser en eau extracellulaire. Donc, de manière globale, en fait, ils avaient tendance à se déshydrater tout au long de, du Grand Tour. Mais que par contre, en fait, il y avait un maintien de l'équilibre hydrique tout au long de l'épreuve. Et en fait, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a à la fois aussi une augmentation de la résistance, donc qui en fait indique qu'il y a moins d'eau au niveau du corps, donc ce qui a tendance à confirmer
ce qu'on observe au niveau de l'eau totale et de l'eau intra-extracellulaire, et qu'il y a aussi une augmentation de la réactance, ce qui est plutôt associé aussi à une déshydratation, mais aussi à une activation corporelle, ce qui est plutôt logique, étant donné que c'est des gens qui courent environ 100, 120, enfin 150 à 200 km tous les jours. Ensuite, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du quadriceps et des ischio-jambiers, il n'y a pas de différence en fait au niveau de ces paramètres bruts. Par contre, quand on regarde au niveau des mollets, eh ben, on voit qu'en fait, il y a des modifications locales de l'état hydrique, mais en fait qui ne suivent pas une tendance. C'est-à-dire qu'en fait, on voit une augmentation de la résistance et de la réactance et donc de l'impédance sur la première semaine, ce qui indiquerait plutôt une déshydratation, une activation du mollet. Par contre, ce qu'on voit, c'est sur la deuxième semaine, on aurait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une baisse de la résistance et de la réactance qui induirait plutôt le fait qu'il y ait des œdèmes qui se forment au niveau des mollets et qui pourraient montrer qu'en fait, bah, il y a des différences physiologiques vraiment qui se mettent en place tout au long de ce grand tour. Et que en fait, bah, ces modifications de bioimpédance, en fait, elles se retrouvent aussi au niveau de l'hémoglobine ou de l'hématocrite, où on voit qu'il y a une baisse, il y a une baisse puis une augmentation de l'hémoglobine, donc on voit des choses, mais surtout qu'en fait, il y a une baisse de l'hématocrite, ce qui est plutôt associé à une déshydratation générale. Et que aussi bah, l'osmolarité et la répartition des électrolytes, qui est le principal moteur de, des changements hydriques, est aussi modifiée. Et donc, on peut voir qu'en fait, bah, cette étude, qui est une étude pilote, elle montre que au-delà des algorithmes, en fait, les valeurs brutes de bioimpédance-métrie, elles peuvent permettre de détecter des modifications, mais en fait des modifications à la fois au niveau du corps entré et localement, mais qui sont en fait assez subtiles pour qu'elles ne soient pas forcément bien détectées par les algorithmes, mais suffisamment importantes pour que et ben en fait, ça puisse changer la performance de ces cyclistes et que bah, à ce moment-là, en fait, la bioimpédance maîtrise, ça pourrait être un outil pertinent pour suivre l'état d'hydratation des athlètes, mais que ça soit au cours de la saison pour, pour certains athlètes, mais aussi au cours de compétitions telles que celle-ci, pour par exemple des cyclistes ou d'autres types de sports d'endurance. Et à ce moment-là, ça peut permettre aussi une transition justement sur les perspectives d'utilisation de la bioimpédance maîtrise en recherche qui sont plutôt en fait bah, d'utiliser ces données brutes pour caractériser en fait des événements qui sont soit liés à la composition corporelle, soit qui peuvent être différents de la composition corporelle. Et notamment en fait trois paramètres bruts que vous pouvez trouver, donc l'angle de phase, le ratio d'impédance et la capacitance. Donc l'angle de phase et le ratio d'impédance peuvent être obtenus par la très grande majorité des appareils de bioimpédance métrique, qu'ils soient monofréquence, multifréquence ou en spectroscopie, alors que la capacitance, pardon, peut être obtenue uniquement via un appareil à spectroscopie comme le Biodix Expert 3, dont vous voyez ici euh, un résultat parce qu'on a besoin en fait de cette courbe qui s'appelle la courbe de Kolkol. Et une autre mesure qui a été mise en évidence un autre type de mesure qui a été mis en évidence par la précédente étude était en fait bah, la bioimpédance métrique comme un outil de mesure localisée, notamment au niveau musculaire, d'événements physiologiques. Donc, si on s'intéresse à l'angle de phase, en fait, un angle de phase, déjà, c'est quoi? Il peut être obtenu de deux façons, soit en faisant en fait une transformation mathématique de la résistance et de la réactance, soit en fait en faisant une mesure du recte, parce que l'angle de phase, en fait, c'est, vous voyez ici, l'écart entre la courbe de tension et l'écart de la courbe en intensité du courant électrique qui est envoyé à travers le corps. Et cet angle de phase, en fait, on a une augmentation très importante des publications sur ce sujet depuis 5 ans. Vous pouvez voir qu'on est passé de à peine une vingtaine de publications par an à environ une centaine de publications par an en l'espace de 4-5 ans. Et donc, vous voyez qu'il y a un réel engouement sur ce marqueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce marqueur, il était associé à l'état de santé général des patients, mais aussi à d'autres paramètres fonctionnels, notamment en fait au risque de complications cardiovasculaires
au statut nutritionnel, à la survie chez des patients atteints de cancer ou euh, le, le, euh, la force maximale de préhension. Donc ça, pour vous, notamment, ça a une idée, ça a un réel intérêt en prévention, notamment sur ce qu'on peut appeler des états intermédiaires de santé. Euh, donc ça, qui sont en fait des états où on va avoir des dysfonctions physiologiques, mais qui ne sont pas encore visibles ou pas encore pathologiques. Et parfois, l'utilisation de l'angle de phase peut être utile. Et s'il y a des gens qui n'ont pas assisté au webinaire du mois dernier et qui peuvent être intéressés justement par cette question, eh ben on parle de ces états intermédiaires de santé et notamment en partie d'utilisation de l'angle de phase pour détecter ces états. Et le problème à l'heure actuelle, c'est que on n'a pas encore de réelle valeur de référence pour plein de pathologies. Et donc, on a besoin, en fait, justement, de plus de recherches pour déterminer des valeurs de référence pour des pathologies spécifiques, pour des altérations, etc. Si on passe sur l'autre marqueur, on peut voir, en fait, on a le ratio d'impédance, donc qui correspond à la division de l'impédance mesurée à 200 kHz par l'impédance à 5 kHz. Et en fait, on voit également que ce ratio d'impédance, il est relié au statut nutritionnel. Donc plus le statut nutritionnel se dégrade, plus ce ratio d'impédance va augmenter. Et qu'il est aussi relié en fait à l'état inflammatoire des personnes, et notamment en fait avec la protéine. En fait, pourquoi on peut dire qu'il est relié que c'est un marqueur d'inflammation, c'est qu'en fait, il y a une bonne corrélation avec la protéine C-réactive, la CRP, qui est le marqueur d'inflammation systémique de manière générale. Un autre marqueur qui est intéressant, c'est la capacitance. Alors la capacitance, si en fait, pour faire très rapidement de la biophysique, c'est qu'en fait, votre membrane cellulaire, elle, se comporte comme un composant électronique qui s'appelle un condensateur, et en fait, elle est capable de stocker des charges électriques. Et en fait, la capacitance, c'est la quantité d'énergie électrique que la membrane cellulaire est capable de stocker. Mais en quoi ça devient intéressant, c'est qu'en fait, il y a une étude en 2020 qui a montré qu'en fait, cette capacitance était reliée à l'insulinorésistance. Et qu'en fait, que plus cette capacitance était haute, et plus les gens avaient une insulinorésistance, plus des chances, enfin, pardon, plus cette capacitance était haute, pardon, et plus les gens avaient de chances de présenter une insulinorésistance. Et donc, en fait, cette étude, elle a proposé des seuils, notamment de 1,65 nanofarad pour les femmes et 2,67 nanofarad pour les hommes, pour justement détecter une insulinorésistance, ou au moins en première intention, avec cette capacitance. Et qu'en fait, une seconde étude du même auteur a également mis en évidence que la capacitance, elle serait notamment fait expliquée par les capacités d'échange membranaire. Donc, en fait, ça serait un bon outil pour savoir si la membrane serait capable en fait d'échanger ou présenterait une insulinorésistance. Alors à l'heure actuelle, par contre, vous voyez qu'il y a deux publications, donc c'est difficile en fait de dire sur le terrain que ça va être exactement ça, notamment parce que je ne le présente pas ici, mais on a des données notamment chez des sportifs de haut niveau qui dépassent ces seuils. Et c'est des gens, on va pas forcément dire, et ça serait difficile de dire effectivement, qui sont en insulinorésistance. Donc on a encore besoin d'autres recherches pour bien caractériser ce paramètre pour éviter des erreurs de diagnostic. Parce que dire par exemple un cycliste de haut niveau qui présente une capacitance à 3,03, lui dire qu'il est en insulinorésistance, ça peut être compliqué. Et donc ensuite, une autre perspective qui est la mesure locale en fait du muscle squelettique, notamment parce qu'en fait les altérations de la membrane musculaire peuvent être euh, mesurées par la réactance et les modifications de l'hydratation musculaire par la résistance. Et en fait, ça permettrait à ce moment-là de pouvoir suivre l'état du muscle squelettique, des dommages ou de la fatigue musculaire, mais aussi de savoir si des paramètres comme justement l'angle de phase, le ratio d'impédance ou la capacitance pourraient être utilisés pour mesurer justement ces changements d'état musculaire. Donc là, je vais vous présenter en fait plutôt pas forcément des résultats d'une étude, mais plutôt en fait d'une revue de systématique de la littérature, donc qui a repris toutes les études, toutes les publications qui ont porté sur l'utilisation de la BIA.
et en fait, du coup, qui est plutôt un recueil de toutes les connaissances à l'heure actuelle sur cette question-là. Et donc, qui ont plutôt regardé sur le muscle squelettique au repos, lors de dommages musculaires et lors de la fatigue musculaire. Si on s'intéresse en fait notamment aux mesures des données de repos, on peut voir que déjà, il y a peu de données. Et notamment, en fait, les résultats qui sont montrés, c'est que bah, en fait, le tissu adipeux sous-cutané pourrait être lié à la résistance. Donc, en fait, plus on aurait de tissu adipeux, plus on aurait des résistances qui seraient hautes, mais par contre, pas à la réactance ni à l'angle de phase. Et que, en fait, aussi, cet angle de phase, bah, pour beaucoup de muscles, bah, il a tendance à diminuer avec l'âge et notamment à partir de 60 ans, ce qui pourrait être lié à la sarcopénie. Donc, l'angle de phase pourrait être un marqueur de sarcopénie. Et ça, on a besoin d'autres recherches si on veut mesurer notamment localement. Si on s'intéresse en fait cette fois au niveau des données lors des dommages musculaires, on voit en fait qu'on a une diminution de la résistance, de la réactance et de l'angle de phase dans un muscle endommagé et que ces diminutions étaient d'autant plus importantes qu'on avait une gravité des dommages qui était importante. Par contre, on n'a pas encore de relation mathématique entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire bah, une baisse de 30% de la résistance, ça, c'est relié à tel type de blessure. Et notamment, en fait, ce qui est observé, c'est que la diminution de la résistance serait plutôt associée à l'apparition de l'œdème, alors que la résistance serait plutôt liée au dommage membranaire, en fait. Enfin, pour finir rapidement, donc au moment de la fatigue musculaire, donc la fatigue musculaire, ce qui correspond en fait au moment de l'effort où vous avez du mal à produire de la force. Donc par exemple, si vous êtes en train de faire une séance de musculation, vous avez du mal à soulever des charges ou vous avez du mal à maintenir votre vitesse en courant. En fait, ce qu'on observe, c'est que la résistance diminue et que la réactance augmente au moment de la contraction musculaire. Par contre, ces modifications, elles ne sont pas dépendantes des niveaux de force produits. Et là, c'est un problème parce que le principal marqueur de fatigue musculaire, c'est la baisse de force. Donc, si on ne peut pas relier en fait ces changements ces changements de résistance et de réactance à des baisses de force, bah, ça va être difficile de caractériser la fatigue musculaire avec la bioimpédance. Et que en plus, bah, la résistance, elle n'est pas modifiée par un exercice fatigant. Et que en plus, quand on observe une baisse de résistance, bah, en fait, elle n'est pas reliée à la baisse de performance. Donc au final, en fait, bah, la bioimpédancemétrie localement pour être intéressante pour mesurer bah, l'état musculaire au repos et les dommages musculaires, mais par contre, il ne serait pas approprié pour caractériser la fatigue musculaire comme d'autres outils comme l'électromyographie de surface pourraient l'être. Donc pour conclure, la bioimpédancemétrie en recherche, elle permet de caractériser la composition corporelle, notamment bah, détecter des déséquilibres, d'évaluer les effets des interventions ou d'étudier des mécanismes pathologiques. Mais l'utilisation des données brutes, elle permet aussi, bah, au niveau de l'angle de phase, du ratio d'impédance et de la capacitance, de pouvoir étudier d'autres phénomènes. Mais on a encore besoin de données pour bien caractériser et ou établir des seuils. Mais aussi dans l'étude du muscle squelettique, où là, on est vraiment sur des études pilotes, sur le début, à essayer de comprendre ce qu'on peut mesurer et après pouvoir standardiser. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole à Passem, puis on prendra un temps à la fin pour répondre à vos questions. Je crois que tu as coupé ton micro. Oui, 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 bah pour que tu puisses enchaîner. Du coup, tu partages, je partage, on Bah, le plus simple, partage. c'est que tu partages comme ça, Ça marche. Laissez-moi 2 secondes. Hop.
Je sais, normalement, vous Ouais, m'entendez. Du coup, c'est bon, on moi, voit et je on vais entend. ça marche. Du coup, moi, je vais plutôt je pense qu'Étienne a fait une bonne explication, enfin, une très bonne explication sur tout ce qui était théorique et l'utilité du bioimpédance-mètre. Moi, je vais plutôt vous parler enfin, plutôt un retour d'expérience et surtout les ouvertures que ça nous a donné pour avancer sur le côté pratico-pratique et quelques innovations futures grâce aux données recueillies. Donc, en gros, en quelques mots, pourquoi on s'est intéressé à la bioimpédance-métrie? Parce que c'est rapide, c'est précis, c'est absolument pas invasif, euh, c'est très safe pour les patients, ça coûte rien et ça permet d'avoir un suivi des patients, des mesures et de l'évolution de ces mesures dans le temps. Je ne sais pas si Étienne avait présenté initialement, mais je suis médecin, chef de service de réanimation et du coup, j'avais besoin d'un outil qui me donne des informations utiles et utilisables assez rapidement au lit du malade. Donc, nous, on l'utilise depuis, bah, je sais pas, vous voyez, depuis 2020. Euh, on l'utilisait comme ça. Attendez, je vais vous montrer là. Je pense que si vous l'avez utilisé, je vais passer la partie software. Et chez les patients, pour la mise en pratique, on faisait des mesures chez nos patients. Bon, en réanimation, ils sont dans l'aigu. Et donc, on faisait des mesures comme ça. À l'époque, c'était le BX2. Maintenant, avec le BX3 et les électrodes, ça change totalement la donne. Mais en soi, les informations sont là. Donc, c'était une vidéo pour que tous les soignants puissent réaliser les mesures au lit du patient. Donc, on humidifiait les mains et au niveau de la malléole du patient. On prenait des gants pour que ce soit vraiment la main du patient et qu'il n'y ait pas d'interférence avec les mesures. Et donc voilà comment on réalisait. Ça prenait peut-être, on va dire, 1 minute de préparation pour avoir des informations utiles. Et on s'est dit, c'est très bien pour les patients, mais ça serait encore, enfin, pour les patients de réanimation en aigu. Mais qu'en est-il des patients de la ville? Et donc, on a pensé à la télémédecine, comment intégrer ce dispositif dans une solution de télémédecine. Pourquoi la télémédecine? Parce que c'est un sujet d'actualité. Il y a plus en plus de téléconsultations, sauf que les téléconsultations, actuellement, pour la quasi-totalité, euh, c'est seulement des informations issues d'une visio, enfin un Zoom, un FaceTime ou autre, donc sans aucune data pertinente. Quelques-uns actuellement le font, on n'a pas assez d'informations et donc on s'est dit bah, pourquoi pas mettre ce petit dispositif très simple d'utilisation pour avoir des informations utiles sur les patients et éventuellement, comme l'a dit Étienne, on a besoin de data pour savoir comment mieux utiliser le dispositif, voir des cas d'usage différents, etc. Donc, on l'a intégré dans un dispositif de télémédecine. Donc, le BX3, hyper simple à transporter. On l'a mêlé à une plateforme de télémédecine qu'on a créée. Donc, on arrive à avoir toutes les informations des différentes infirmières qui utilisent le dispositif en soins à domicile. Donc, arrive à avoir
des données en temps réel qui remontent sur notre plateforme. On arrive à tout intégrer dans les dossiers médicaux. Donc, on a un état à un instant T des données de bioimpédance-métrie des différents patients. Ça nous permet aussi d'avoir un suivi, le recueil des données de manière mensuelle ou toutes les 2 semaines en fonction des périodes. Nous, je dis en fonction des périodes, typiquement avant l'été, si les mesures sont mensuelles et en période estivale où les températures sont beaucoup plus importantes, avoir un suivi de l'état d'hydratation des patients est assez pertinent. Et du coup, ça nous permet de mettre en place des systèmes d'alerte et de notification sur des patients potentiellement à risque de telle ou telle dysfonction grâce aux données du bioimpédance-mètre. Donc, actuellement, c'est plutôt des personnes qui sont, enfin, c'est des infirmières qui sont libérales, qui font du soin à domicile. Donc, c'est vraiment orienté personnes à mobilité réduite. Le BX3, là, je vous ai montré la vidéo en 2020. Le BX3 n'existait pas encore, donc c'était un peu compliqué pour ce genre de patient d'utiliser enfin, d'utiliser le BX2 où il fallait pas mal manipuler. Là, avec le nouveau dispositif et l'utilisation des électrodes, euh, peu importe l'état du patient, on arrive à avoir des datas qui sont exploitables et reproductibles. Donc, nous, l'utilité du BX3 en soins à domicile, on y a vu un intérêt très important, sachant que les médecins se déplacent de moins en moins. Avoir une vision sur l'état d'hydratation, la masse musculaire des personnes euh, qui sont de mobilité réduite nous donne des possibilités d'action. Hein. Muscles, hydratation, état nutritionnel, etc., où du coup, ces données transmises en temps réel aux médecins peuvent induire une prescription de kiné, une prescription de prise en charge nutritionnelle, une éventuelle hospitalisation de jour pour refaire un bilan et éventuellement jouer sur l'état d'hydratation, réadapter certains traitements. Donc, chez ces patients-là, on y a vu un intérêt majeur. Autre intérêt, chez des personnes qui sont potentiellement un peu plus mobiles, enfin, les patients insuffisants cardiaques chroniques, les insuffisants rénaux chroniques, j'en ai parlé juste avant, la dénutrition. Pareil, Étienne avait soulevé la sarcopénie. C'est des pathologies où, en cas de décompensation, les durées d'hospitalisation sont longues et donc où le suivi de ces pathologies permet d'anticiper certaines situations complexes, on va le dire aiguës, qui induiraient une hospitalisation plus ou moins longue chez des personnes fragiles et qui potentiellement peuvent mal se passer. Donc, on préfère prévenir que guérir et on a vu l'intérêt pour le moment comme pathologie, mais l'insuffisance cardiaque où l'eau totale peut être interprétée et où des mesures en sortie d'hospitalisation, donc le patient est censé être nickel, prendre des mesures et faire un suivi régulier pourrait être utile. Je suis désolé, j'ai pas entendu. Ah. Bon, c'est peut-être une erreur. Pareil pour l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, où ça peut être utile d'évaluer les états d'hydratation, les variations et de potentiellement, ça c'est à l'avenir, de voir si ça peut influer sur les doses de déplétion en séance de dialyse.
c'est des pistes. Mais comme l'a dit Étienne, on a besoin de pas mal de data pour peaufiner, optimiser et faire des seuils d'alerte un peu plus pertinents et peaufiner les différents modèles. Dénutrition et sarcopénie, je pense que j'en ai déjà parlé. Je pense que c'est assez intuitif pour chacun. Nous, on a, en plus du BX3, différents outils connectés. Donc, comme vous l'avez vu dans le papier que Étienne a utilisé tout à l'heure, il mêlait ça à la fréquence cardiaque. Nous, l'idée, c'est de mêler à beaucoup plus de données qu'on recueille avec nos dispositifs. Donc, on a un saturomètre, un tensiomètre, enfin, on a la fréquence cardiaque, saturation, tension, poids, électrocardiogramme, stéto, enfin bon, on a une douzaine d'outils. Pour le moment, c'est encore du recueil de données, hein. Donc, essaie de mêler les données du bioimpédance-mètre à ces différentes constantes pour faire du profilage et donc vraiment faire de la médecine assez personnalisée. Donc, plus on a de data, plus on arrive à profiler les patients et à anticiper certaines complications ou pistes de prise en charge pour ces patients. Donc, l'avenir, je pense que je l'ai un peu dit juste sur la diapo d'avant, c'est vraiment améliorer, c'est une amélioration continue euh, des mesures et de la fiabilité des données pour concevoir des algorithmes de plus en plus avancés et mêlant des datas différentes. Euh, L'intérêt de mettre le bioimpédance-mètre dans des solutions, je ne parle pas de la nôtre, mais dans des solutions comme ceci, c'est d'avoir accès à beaucoup plus de patients. L'outil est mobile, donc ça permet d'avoir des datas dans les quatre coins de la France ou de la zone ou du territoire où on se trouve. Donc ça permet vraiment d'avoir une cartographie, je ne sais pas si on peut dire une cartographie de santé, mais une cartographie de l'état de santé dans un territoire donné. Et l'avenir vraiment, c'est voilà, mêler ces datas, créer des outils d'IA de plus en plus avancés avec ces datas-là pour faire de la médecine de plus en plus personnalisée. Voilà. Je ne sais pas si... Ah, il n'y a plus de diapo. Hop. Désolé, mon écran est Merci, très Passem. moche. Si tu veux, il nous reste un peu de temps si tu veux présenter un peu Mobility Care avec le site, etc. On- Ouais, grosso modo, j'ai parlé de la valise. Hier, j'étais en démo dans une CPTS. Je l'ai derrière moi, du coup, je vais vous montrer. Il y a toujours. Ça, c'est le 2. Et grosso modo, la valise, je pensais pas enfin, je comptais pas la montrer, mais euh, hop. Grosso modo, c'est voilà, notre dispositif où il y a tous les outils à l'intérieur dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça permet aux infirmières, enfin, c'est ce qu'elles utilisent, les infirmières, d'aller chez le patient et de réaliser de la téléconsultation avec le BX. Là, c'est le BX2 que j'ai parce que hier, tout le monde était en pleine forme et que les électrodes n'étaient pas. Ah, mais je ne sais pas si on voit, désolé. Hop, je ne sais pas si on voit, Étienne. C'était Oui, pas, si, c'était pas. on voit bien.
Et du coup, on a tous nos outils qui sont dans... Pas pratique, j'étais pas préparé. On a tous les outils qui sont dedans, dont le BX3. Et donc, les infirmières l'utilisent vraiment et sont rassurées. Donc, vraiment, c'est surtout en sortie d'hospice et en suivi ultérieur, on va dire que ça rassure pas mal les infirmières et ça permet aux médecins d'adapter certaines thérapeutiques. Et bon, je ne suis pas là pour parler de la valise, mais, mais du coup, plutôt de l'utilité du bioimpédance-mètre en télémédecine. Non, bah, oui, voilà, ça reste intéressant que tu présentes parce que ça montre l'utilité de la bioimpédance-métrie, mais aussi de son intégration dans d'autres mesures de routine, dans des suivis post-hospitalisation, post-opératoire pour les professionnels de Je- santé. il y a potentiellement aussi, bon après c'est des sujets de discussion, mais en préopératoire aussi, je pense qu'il y a un intérêt où, enfin, en pratico-pratique, je reçois Mm, souvent des patients en post-op sur des chirurgies programmées où l'état nutritionnel avant la prise en charge chirurgicale était, je ne vais pas dire catastrophique, mais qui n'était pas génial. Et du coup, le post-op est un peu plus difficile en récupération. Et donc, que ce soit du post, mais potentiellement, il y a, à mon avis, une mm, prise en charge nutritionnelle qui peut être guidée par la bioimpédance-métrie en préopératoire qui peut être réalisée. Donc, en fait, plus on avance, plus on voit des cas d'usage mm. où le bioimpédance-mètre peut être utilisé. Bah, c'est ça pour prendre un autre cas d'usage qui était sur, enfin, pas du père opératoire, mais du préadmission. Là, j'en ai pas forcément parlé, mais par exemple, moi, j'ai vu passer des, des études qui montraient que bah, l'angle de face, ça pouvait être utilisé en marqueur de survie en admission en réanimation. Donc, il y a, voilà, comme tu dis, plus on creuse, plus entre eux, bah, voilà, comme on le disait, un dialogue entre le terrain et la recherche, bah, on a de nouvelles utilisations qui émergent, on a de nouvelles données qui émergent et on peut améliorer l'utilisation du produit de manière générale, quoi. Plus on aura de data, en fait, l'idée de le mettre dans le dispositif, c'est vraiment le recueil de data hors période aiguë. Parce que nous, on a vu en réanimation que c'est différent. Enfin, on a des données qui sont un peu différentes parce qu'on est vraiment dans Mm, l'aigu aigu. Et donc là, le mettre dans le dispositif, ça nous permet d'avoir un backup, une antériorité, et du coup de pouvoir réfléchir et d'avancer sur d'éventuels épisodes ultérieurs, mais avoir un backup sur lequel on peut se baser. Donc voilà, on en est là. Et on va avancer, on va recueillir plus de data et on arrivera à faire des outils enfin, des algorithmes de plus en plus utiles. voilà, des algorithmes de plus en plus précis, des utilisations qui soient de plus en plus précises, des standardisées, avec un outil qui soit le plus utilisable par un grand nombre de professionnels possible, quoi. Ça reste l'idée. Bah moi, hier, Mm, enfin, hier au niveau de la CPTS, ils ne me croyaient pas que mm, ça permettait de donner autant d'informations. Donc c'est mm. plutôt sympa. Je ne sais pas si les gens ont des questions. Oui, oui. Est-ce que les gens ont des questions? Est-ce que vous avez des questions? On est hyper sympa, donc il n'y a pas de. Après, s'il n'y a pas de questions, c'est peut-être qu'on a été clair et on a tout abordé. Ou Après, l'inverse, y ou compris et que l'inverse. tu. Hmm, Oui, bonjour. bonjour. Ah oui, oui, bonjour, elle a dit. Oui, bonjour, Pascal. Salut, Elodie. Ça va. Et là, en ce moment, on a reçu, on est en train de voir des réanimateurs
Et justement, je profite de ta présence, d'abord en te remerciant pour cette présentation, toi et Étienne. Et on souhaiterait savoir éventuellement comment on peut aider. Donc, les gens sont très intéressés par l'impédensémétrie en réanimation. Et pour faciliter un peu les choses, comme par exemple, un des profs, pas plus tard qu'hier, il nous a demandé quelle tuile on peut éventuellement, pour faire simple, quelle tuile tu pourrais nous dire et tu pourrais nous recommander dans ta pratique qu'on peut utiliser dans le diagnostic de la dénutrition, par exemple. Sur quoi il faut aller et comment dans ta pratique un peu en réa, deux ou trois astuces qui peuvent éventuellement accélérer les choses et qui peuvent aider les réanimateurs à aller sur les choses essentielles. En réa, en termes de pratique utilisable tout de suite maintenant, sans parler de ce qui peut être fait plus tard, c'est vraiment l'état, enfin, plutôt la masse musculaire à l'admission. Donc en gros, le patient n'a pas eu le temps d'avoir les séquelles de l'hospitalisation en réa. Parce que typiquement, un patient qui rentre pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë, tu sais qu'il va pas sortir de réa en 3 jours. Donc, c'est vraiment prendre une mesure à l'admission, mais vraiment sur la partie musculaire, la masse musculaire à l'admission et de suivre cette masse musculaire pour adapter ta thérapeutique plutôt de mobilisation, de kiné, d'apport calorique. Après, il y a quelques calculs, etc. Enfin, c'est pas que le bioimpédance mètre qui va te donner des informations, mais vraiment évaluer la fonte musculaire et les thérapeutiques que tu peux mettre en place à côté pour limiter au mieux cette perte de masse musculaire. Donc, c'est un, ça te permet de l'évaluer complètement. Deux, d'éviter que cette perte soit trop importante. Trois, d'adapter tes apports nutritionnels et tes pratiques de kiné au fur et à mesure de l'hospitalisation. Donc ça, c'est vraiment ce qui est fait, enfin ce qui se fait, que tu peux utiliser maintenant. Après, d'autres éléments sur lesquels on a discuté mais qu'on n'a pas encore évalué, c'est corréler. C'est un peu de la recherche là, par contre. Ça, ce que je t'ai donné, c'est le pratico-pratique. En recherche, c'est évaluer la participation au, sur le plan pulmonaire, évaluer la surcharge pulmonaire. Parce que maintenant, avec le BX3, vu que tu as des électrodes, est-ce que tu peux quantifier avec des grosses fourchettes la participation hydrique, enfin la surcharge hydrique qu'on a au niveau thoracique? Donc ça, c'est plutôt des pistes d'études corrélées avec l'échographie et se dire, bon, bah, OK, je mets un coup de BX3, ça me prend 30 secondes, je sais que le patient est dans la version haut surcharge, donc potentiellement le dépléter ou jouer sur la PEP, etc., ou il est plutôt sur le versant bas, et là, j'ai pas de participation hydrique à sa dysfonction respiratoire, donc stand-by, plutôt que de faire une échographie si on a un échographe déjà ou pas dans le service, et qui prend un peu plus de temps. Donc, c'est des pistes pratico-pratiques rapides qui sont en cours de réflexion. Voilà. Donc, vraiment Merci. nutrition, et après, pistes de recherche et de pratiques ultérieures. Mais c'est des trucs qui se font plus. Tu vois, par exemple, s'ils veulent faire l'étude avec nous, on se fait un protocole. Et plus on aura de patients, plus on aura de data et plus on pourra créer ces systèmes de check rapide avec les dispositifs. Merci beaucoup pour ta réponse, Pascal. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai pas l'impression qu'il reste des questions, donc je vais laisser Cédric Drey, donc le directeur d'Aminogramme, conclure ce webinaire. Bonjour Étienne, bonjour Passem.
Merci pour ce webinaire concernant la recherche et l'innovation. Aujourd'hui n'est pas coutume, je voulais prendre la parole car ce mois d'octobre est très important pour Minogramme. En effet, nous entrons dans notre 20e année d'existence. En premier lieu, je voulais adresser mes remerciements à Mélodie et Alain Le Tourneur, les cofondateurs d'Aminogramme, pour leur vision, leur entrepreneuriat et le chemin parcouru. Merci aussi à toute l'équipe d'Aminogramme, à la filiale commerciale Ibiodi, à nos distributeurs à l'étranger, ainsi que nos partenaires sans qui cette formidable histoire n'aurait pu avoir lieu. Pour nos 20 ans, nous préparons de nombreuses surprises. Nos travaux de recherche sont en train d'aboutir à de nouvelles fonctionnalités, mais nous aurons le temps de vous les présenter comme tu as pu le faire aujourd'hui, Étienne. Notre objectif étant toujours le même, à savoir concevoir et fabriquer des dispositifs de bioimpédancemétrie et des logiciels d'interprétation toujours plus performants afin d'aider les professionnels de santé dans leurs travaux au quotidien. Nous continuerons aussi à développer la partie formation et éducation avec, entre autres, de nouveaux webinaires thématiques, des études de cas spécifiques qui permettent d'utiliser pleinement nos outils. Tout ceci font que, sans aucun doute, notre 20e anniversaire sera exceptionnel. Merci à vous deux, merci à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire et à ceux qui le regarderont en replay.